Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer l'identité thermodynamique et l'utiliser sur quelques calculs d'entropie. Cette démonstration va se baser sur une transformation d'un échantillon de gaz entre deux états A et B par une transformation qui est réversible. Nous allons considérer une transformation infinitésimale, c'est-à-dire on va calculer la différentielle de l'entropie, ds, et nous allons faire l'hypothèse que cette transformation réversible n'est sujet ne met en jeu que des forces de pression. Donc l'identité thermique se démontre ainsi. L'entropie ds est égale à l'entropie échangée plus une entropie créée, mais comme la transformation est réversible, je n'ai pas d'entropie créée. Le second principe m'indique donc que ds est égal à delta Q sur T, et comme par ailleurs je sais que le travail ne fait intervenir que des forces de pression, delta W est égal à moins PDV. Ces deux relations mises bout à bout me donnent que du, suivant le premier principe, est égal à delta Q plus delta W, et suivant les deux relations que je viens de voir, est égal à TdS moins PDV. Donc l'identité thermodynamique prend une forme ou l'autre, elles sont équivalentes. C'est que du égale TdS moins PDV, c'est généralement comme ça que les gens la retiennent. Ou bien on peut avoir ici ds qui s'écrit sous la forme du sur t plus p sur t dv. Cette relation n'est valable que dans le cas réversible. C'est la condition dans laquelle nous l'avons démontré. On va voir maintenant ce qui se passe pour une transformation irréversible. Donc je prends une transformation qui va du même état A au même état B, mais par une transformation non réversible. Donc ce n'est plus delta Q et delta W, c'est delta Q' et delta W' qui sont différents. Cependant, les différentes grandeurs qui interviennent dans l'identité thermodynamique sont des grandeurs d'état. Et quand je vais de l'état A à l'état B, eh bien SA et SB, par exemple, ne dépendent pas du chemin suivi, qu'il soit réversible ou pas. De même que pour U, de même que pour T, etc. Cela veut dire que cette identité ici thermodynamique, nous avons démontré pour la transformation réversible, l'est également pour toutes les transformations non réversibles. Donc on peut écrire du égale dt moins pdv dans tous les cas. C'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle une identité. En mathématiques, les identités remarquables, par exemple a2 moins b2 égale a plus b facteur de a moins b, sont valables tout le temps. Eh bien, il en est de même pour l'identité thermodynamique. Il faut cependant faire attention que si TdS c'est égal à delta Q dans les cas de la transformation réversible et moins PDV delta W, ce n'est pas le cas si la transformation n'est pas réversible. du est toujours égal à TdS moins PDV, mais l'association de terme à terme n'est plus correcte. Nous allons maintenant l'appliquer au cas de la variation d'entropie de 4 grammes de dihydrogène que l'on chauffe de 50 degrés à 60 degrés, pendant le temps duquel le volume passe de 20 litres à 30 litres et on n'a aucune information sur la pression. Donc d'abord, il faut exprimer ds à partir de l'identité thermodynamique. Ensuite, il faut exprimer du, puis l'intégrer sous la forme delta S. Donc vous arrêtez la vidéo, vous faites ce calcul et je donne les réponses à ces questions dans les diapositives suivantes. Exprimer ds à partir de l'identité thermodynamique. Alors moi, je retiens du égale tds moins pdv, donc il faut que j'en déduise que ds est égal à cette expression. Ensuite, exprimer du. Donc ici, j'ai du. Je sais que du, pour un gaz parfait, c'est NCVDT. Pourquoi? C'est la première loi de Joule qui me dit que l'énergie interne ne dépend que de la température, donc du ne dépend que de dt. Et les coefficients de proportionnalité, c'est CV, la capacité calorifique à volume constant. Et ici, je l'ai pris pour une mole, donc je dois multiplier par n. Il y a des cas où on écrit directement la capacité calorifique de l'échantillon. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de multiplier par n. Il faut se fier aux données de l'énoncé. Ensuite, ce CV, puisque c'est un gaz parfait diatomique, c'est 5,5 de R.
Par ailleurs, on me demande d'utiliser l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, et ça me permet d'exprimer P sur T, qui est dans cette expression ici, et je trouve que c'est égal à NR sur V. Et maintenant, ces deux relations que j'ai établies, je peux les intégrer dans ds. Donc ds, on sait que c'est 1 sur T du plus P sur T dV, eh bien c'est égal à cette expression. Maintenant, je peux intégrer ds. Et alors pourquoi je ne pouvais pas avant? Parce que ici, j'ai réussi à avoir des variables qui sont telles que par terme de cette addition, je n'ai qu'une seule variable. Donc je peux maintenant trouver que delta S, et j'intègre dt sur T, j'ai un log de température finale sur température initiale, et dV sur V, c'est de même. Maintenant, je peux faire une application numérique simple. Dans 4 grammes d'hydrogène, j'ai 2 mols, donc N vaut 2. Ça, c'est la valeur de R. Et puis ensuite, il faut faire attention que la température doit être exprimée en degrés Kelvin. Donc, c'est pas 60 sur 50, mais 60 plus 273 sur 50 plus 273. Quant au volume, eh ben, il faut qu'il soit exprimé avec les mêmes unités. C'est donc 30 litres et 20 litres dans ce cas. Et le calcul donne 8, et l'unité, c'est joule par Kelvin. Attention à l'unité d'entropie. Ce n'est pas pareil que l'unité d'énergie libre ou d'enthalpie, qui sont simplement les joules ou les kilojoules. Donc, la stratégie du calcul de la variation d'entropie, c'était la suivante. On a d'abord posé l'identité thermodynamique. On a réduit les variables à des monômes qui ne dépendent que d'une seule variable. Et puis, on a intégré entre l'état initial et l'état final. Maintenant, nous allons utiliser cette stratégie pour des cas qui sont très différents, en particulier pour le calcul de la variation d'entropie d'un solide, et non plus d'un gaz parfait, dont la capacité thermique est CV. Donc là, c'est une capacité qui n'est pas molaire, c'est la capacité globale de l'échantillon. Donc mon identité thermodynamique, c'est la même. La réduction des variables se fait assez simplement. En effet, c'est un solide. Donc si j'exerce des forces de pression, je ne vais pas changer son volume. Vous appuyez sur votre table, vous ne changez pas le volume de la table. Donc si on ne change pas le volume, dV égale à 0, et ds est égal à CV dt sur T. En effet, du, pour un solide, c'est CV dt. Ensuite, il faut intégrer entre l'état initial et l'état final. Là, c'est assez simple, il y a juste un seul terme qui devient logarithme de T final moins T initial. Et donc voilà que la stratégie a permis également de calculer une entropie d'un solide. Maintenant, on va revenir sur l'entropie d'un gaz, et dans cette troisième et dernière application, nous allons imposer au gaz une transformation à pression constante. Donc la question, c'est comment prend-on en compte cette nouvelle contrainte qui s'exerce sur le gaz. Alors j'écris l'identité thermodynamique sous la forme du égale TdS moins PdV, et l'énergie interne, on sait que ce n'est pas une bonne grandeur pour les réactions à pression constante. Il vaut mieux utiliser l'enthalpie, et on va voir pourquoi. Donc la réduction des variables se fait ainsi. J'écris que l'enthalpie est égale à U plus PV, c'est-à-dire en termes de différentiel dH égale du plus d de PV. Je développe. Je supprime les termes qui peuvent être supprimés. Ensuite, à pression constante, dP égale à 0, ce qui me donne dH égale TdS. Par ailleurs, je sais que pour un gaz parfait, dH égale CpdT. C'est la deuxième loi de Joule. Eh bien, ces deux relations mises bout à bout donnent que ds est égal à CpdT sur T, ce qui s'intègre facilement en delta S égale CV log de température finale sur température initiale. On vient donc voir comment est-ce que l'identité thermodynamique et une stratégie de calcul de l'entropie permet de répondre à une grande variété de calculs d'entropie sur des systèmes et des transformations très différentes. Je vous remercie de votre attention.